Donc, je vais pouvoir accueillir notre deuxième orateur de cette matinée, que je vois apparaître sur l'écran. Donc, bonjour Monsieur Le Gall. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à notre matinée d'inspiration. Donc, Monsieur Le Gall, je vais dire quelques mots concernant son profil, quelques mots concernant sa conférence, et puis comme pour Constance Nebula, je laisserai Monsieur Le Gall nous présenter la vision de son territoire, et puis j'échangerai au mieux, comme j'ai essayé de le faire ici, avec quelques questions-réponses. Donc, Monsieur Le Gall, merci vraiment de nous avoir rejoints ce matin. Monsieur Le Gall travaille depuis 91 auprès du maire d'Issy-les-Moulineaux, André Santini. Il a occupé plusieurs fonctions au cabinet du maire et au développement économique et est aujourd'hui directeur général d'Issy Média. Donc, Issy Média est une société d'économie mixte chargée de la communication et de l'innovation de la ville d'Issy-les-Moulineaux. Et Éric Le Gall coordonne notamment les projets d'innovation liés au numérique. Il fait ça depuis assez longtemps, hein, mais notamment dans le cadre de cette structure. Il représente la ville d'Issy-les-Moulineaux au sein de plusieurs réseaux internationaux spécialisés dans le numérique, comme au sein des projets européens ayant trait au Smart City. Et il anime enfin un réseau d'acteurs de l'innovation de l'Ouest parisien via l'initiative SoDigital. Voilà quelques éléments d'information. Je vous laisserai compléter votre biographie et votre CV si vous le souhaitez d'ici une minute. Et donc la conférence, c'est vraiment présenter également la vision d'un deuxième territoire français qui est Issy-les-Moulineaux. Donc, le titre de la conférence est Issy-les-Moulineaux, la stratégie pour agir en faveur du climat. Et donc, juste pour vous dire quelques mots, je laisserai ensuite tout de suite la parole à Monsieur Le Gall. Issy-les-Moulineaux est considérée comme une ville pionnière dans le domaine numérique en France. Elle est un des pôles d'innovation du Grand Paris et a bâti son développement sur la conviction que l'ensemble des acteurs de la ville, les collectivités locales, les entreprises, les grandes écoles et les citoyens doivent être associés pour réussir la ville durable. La transition numérique achevée, la ville d'Issy-les-Moulineaux adapte sa méthode pour réussir sa transition climatique. Donc, on voit un lien fort entre la stratégie Smart City, ou en tout cas l'évolution vers la transition écologique et climatique. Donc voilà, Monsieur Le Gall, comme annoncé, il y a un public d'acteurs, surtout wallons, mais ça peut aussi être des acteurs de territoire francophones. On a aussi dans notre audience, je vais dire, parfois des personnes qui représentent le nord du Canada ou le nord de l'Afrique, par exemple. Et donc, voilà, l'écran est à vous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Et je reprendrai la parole pour une petite questions et réponses suite à votre conférence. Merci beaucoup. Merci d'abord à vous de m'avoir invité et de partager notre expérience. J'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que l'élu d'Angers vient de dire, qui était vraiment très passionnant. Et vous allez voir qu'on a une démarche, alors pour le coup, radicalement différente, même si évidemment nous avons les mêmes objectifs et finalement on pense tous à la même chose. C'est simplement une question de moyens et pas uniquement de moyens financiers ou humains. C'est plus un état d'esprit, on va dire. Alors peut-être quelques mots sur Issy-les-Moulineaux. Effectivement, on est une des villes du Grand Paris. On a 70 000 habitants. On est au cœur, nous aussi, d'un territoire d'agglomération qui en fait 350 000. On est, alors, évidemment, quand vous êtes aux portes de Paris, même 350 000 habitants à côté de la capitale, ça pèse pas autant que lorsque vous êtes une capitale régionale comme Angers ou Dijon, ou Bordeaux ou Toulouse. Donc on doit travailler évidemment avec cette idée d'être dans une aire géographique extrêmement importante. Ce qui fait la spécificité d'Issy-les-Moulineaux, c'est que nous avons plus d'emplois que d'habitants, notamment grâce à cette stratégie numérique que je vais vous décrire, qui est née il y a maintenant plus de 25 ans, avec un profond renouvellement de notre population, qui est aujourd'hui plus jeune que la moyenne, qui est plus
diplômé que la moyenne, qui est donc un peu plus aisé que la moyenne, malgré le fait que nous avons un quart de logements sociaux à Issy-Moulineaux et qu'on tient beaucoup à cette mixité. Mais ça, c'est important parce que ça veut dire que nous avons une population qui a une appétence pour les questions numériques depuis longtemps. On a très longtemps maintenant, la France a trouvé une place normale, je dirais, parmi le concert des nations, mais la France a longtemps été en retard sur le développement du numérique, alors qu'Issy-Moulineaux a très tôt, en fait, dès le début des années 80, enfin la fin des années 90, début des années 2000, eu des taux des ratios de connexion dignes des pays scandinaves. Donc on est vraiment dessus depuis très longtemps. Avec beaucoup d'entreprises aussi du secteur, hein. On accueille les sièges sociaux de Orange, de Capgemini, de Microsoft, de Cisco, de China Telecom, enfin, de beaucoup d'entreprises du numérique. Donc évidemment, vous comprenez que cette conjonction à la fois d'entreprises du secteur implantées sur notre territoire, d'une population plus jeune, plus diplômée, plus aisée que la moyenne, et donc plus utilisatrice des outils numériques les plus divers, a fait qu'on a voulu très, très vite, en fait, proposer des services numériques dans tous les domaines. Ça, c'est un point pour nous qui est important. Vous voyez un peu l'itinéraire que nous avons mené depuis 1996, hein, qui est la date de la naissance de notre site internet ici.com. Vous voyez qu'en fait, tout au long de ce parcours, on a abordé à peu près toutes les thématiques qu'on pouvait aborder dans le domaine du numérique, englobant tous les secteurs. Alors, je vais peut-être faire une parenthèse sur ICI Media parce que c'est unique en fait en France, hein, comme mode de fonctionnement. Je dirige une SEM parce que l'idée du maire à l'époque, qui était de dire il ne faut pas que la question du numérique soit portée par les informaticiens, il ne faut pas que ce soit porté non plus par les communicants, il faut que ce soit porté par les usagers. Et qui d'autres que les élus, évidemment, sont les meilleurs représentants des usagers qu'eux-mêmes. Et donc, il a voulu désigner, c'est pour ça que j'ai eu ce parcours au cabinet du maire, hein, ce qui veut dire que j'ai un profil un peu plus, entre guillemets, politique que les agents de l'administration, parce que pour lui, évidemment, c'est l'usage qui devait être au centre de nos préoccupations, et ce qu'on devait faire, et tout ce qu'on continue à faire aujourd'hui, c'est de se dire pourquoi on fait ça, pourquoi faire, et qu'est-ce qu'on propose comme service aux habitants. Donc ça, c'est vraiment clé. Donc il y a jamais eu une vision verticale de la stratégie numérique à Issy-Moulineaux. L'intérêt d'une SEM, c'est que c'est beaucoup plus agile, évidemment, qu'un service municipal. On a moins de contraintes, notamment, j'en parlerai tout à l'heure, mais on est moins lié au marché public conseil d'administration, et surtout, on a une agilité qui est liée à la fois à notre statut, mais aussi à notre accès direct au maire, hein, pour faire simple, qui fait qu'on peut bouger plus vite. Et c'est ça, en fait, qui a fait la différence pendant de longues années pour Issy-les-Moulineaux, et qui a permis à cette ville d'avoir aujourd'hui une position de ville pionnière, mais et de ville surtout avancée, parce que l'intégralité, enfin toute la population est connectée évidemment, mais elle est connectée avec la fibre optique, la 5G était. Enfin, on a souvent été l'une des premières villes qui a testé les dernières technologies qui sont sorties ou proposées par les différents acteurs. Alors évidemment, les citoyens, donc j'ai bien en tête ce que Lydie d'Angers vient de dire sur l'implication des citoyens. Je partage d'ailleurs l'idée que si vous allez dans la rue et vous demandez à la population ce qu'elle pense de la Smart City, du Smart Grid, de l'Open Data, ils vont vous regarder avec des grands yeux ronds en vous disant c'est vachement technique, je me sens pas concerné. Et ils ont raison. Nous, notre job, c'est leur proposer des services et qu'ils puissent accéder à des services qui sont simplement facilités par ces technologies-là. Mais il n'empêche, et notamment lorsqu'on parle de Smart City, et les médias nous le rappellent quand même au quotidien, qu'il faut faire attention à ne pas laisser les citoyens trop loin en fait de cette évolution-là. Il faut les impliquer, il faut leur expliquer, parce que il y a quand même un peu d'anxiété autour des notions du numérique, hein, les scandales qui sont liés aux données personnelles, la vision chinoise de la Smart City, enfin bref, tout ça, Smart City, vous savez qu'il y a autant de définitions, je pense, que de gens qui en parlent. La Smart City, ça peut être une safe city, c'est-à-dire une Smart City où il y a plus de caméras de vidéosurveillance, comme dans certaines villes françaises, qu'à Issy-Moulineaux où il n'y en a pas une seule. Ça peut être au contraire une ville durable grâce au numérique. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de sujets.
Pourquoi pour nous, on considère que notre transition numérique étant terminée, on peut passer à la transition climatique? C'est parce que on s'est rendu compte finalement que donner du sens à la Smart City, c'était agir en faveur du climat, ou en tout cas adapter nos villes au changement climatique, et que cela, la population la comprendrait mieux que dire il faut être plus efficace sur notre consommation énergétique. Il faut, tout ça évidemment que c'est important parce que c'est lié aux impôts locaux, mais c'est pas l'essentiel. Et encore moins dans une ville comme ici, Muno, qui, grâce à cette stratégie numérique et de développement, aujourd'hui, est l'une des villes les moins imposées de France, avec un taux d'endettement qui est quasiment nul. Hein. On a, je crois, 2 mois de remboursement de dette. Donc l'enjeu financier n'est pas l'essentiel. Donc pour nous, c'est vraiment important d'impliquer nos habitants en les accompagnant. Alors comment on les accompagne? Souvent en anticipant, et surtout en essayant de transformer des sujets qui peuvent paraître très techniques, comme l'open data par exemple, en service à la population accessible. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de smart city sans données, ça vous l'avez bien compris, et que l'open data, ça va faire 10 ans, là, au mois de février, qu'on s'est lancé dans cette voie-là. En commençant d'ailleurs en publiant le budget primitif de la ville, qui pour nous était quand même le plus bel exemple de transparence démocratique qu'on pouvait offrir à nos habitants, mais depuis en fait en multipliant évidemment les jeux de données. Donc, premier objectif de cette open data, c'est de rendre compte aux citoyens à travers ce budget primitif, mais très vite on s'est rendu compte, et ça vous le voyez aussi dans vos villes, hein, que des jeux de données en open data, c'est quand même tout sauf sexy, c'est tout sauf accessible pour le commun des mortels, et que c'est finalement un truc pour les informaticiens ou les spécialistes. Et donc, ce qu'on a voulu, c'est transformer, en fait, on éditorialise autant que possible nos jeux de données qui sont publics. Donc, l'exemple, c'est le rapport financier que la ville publie tous les ans, rapport financier qui est en ligne, qui permet évidemment de donner une information essentielle liée aux dépenses aux finances publiques en général, aux finances locales en général, mais raccordé aux jeux de données évidemment en open data. Donc si on a un spécialiste des finances publiques ou un opposant un peu rigoureux qui veut aller chercher, vérifier les chiffres, les informations, etc., il peut le faire. C'est vraiment la règle d'or. Mais au-delà de ça, alors évidemment, on met en place des, des illustrations en fait liées aux résultats des élections. Par exemple, bureau de vote permettre aux gens de faire ce que finalement aujourd'hui était, enfin jusqu'à aujourd'hui en tout cas, était réservé à des spécialistes des cartes électorales. Et au-delà de ça, on essaye de rendre compte. Alors quand je dis rendre compte, ça veut dire vraiment dans un esprit d'évaluation. Voilà, c'est le mot que je cherchais, un esprit d'évaluation. On a décidé, par exemple, de créer un tableau de bord d'activité des services municipaux qui permet de donner les chiffres clés de chacun des grands secteurs de la ville. Hein. Donc aujourd'hui, avec 7 services pilotes que vous voyez, hein, l'état civil, l'éducation, la culture, petite enfance, finance, démocratie et le guichet d'accueil de la mairie, et qui permet à la fois de partager des chiffres que normalement tout le monde connaît, hein, le nombre d'habitants, le nombre d'élèves à l'école, etc., mais aussi des chiffres liés aux finances publiques, encore une fois, à la fréquentation des équipements ou des expositions qu'on peut organiser et qu'on essaie de mettre en place. Ça, cet outil-là, qui aujourd'hui n'est pas abouti parce que, enfin, on pourrait faire une conférence entière sur l'open data ou le big data, mais vous savez qu'il est compliqué d'avoir des données en temps réel, que c'est vraiment un exercice de continu en fait, hein, qu'il faut appréhender et qu'on essaye d'avancer là-dessus. Donc l'objectif en tête de ce tableau de bord, c'est qu'évidemment qu'il soit le plus proche du temps réel que possible demain. Et ça, c'est important pour ce dont je vais vous parler après. Et l'open data pour nous, c'est d'abord et aussi faciliter la vie quotidienne. Donc, bon, là, je vais aller vite, mais bon, par exemple, tous les événements de la ville sont en open agenda. Ça veut dire que, tout acteur de la ville peut proposer son événement, qu'il soit évidemment la ville, mais une entreprise, une association, un habitant, et évidemment en fonction du public qu'il veut cibler et qui peut être partagé. On informe en temps réel sur la fréquentation de nos publics. Donc l'époque où il fallait prendre une demi-journée pour aller faire une carte d'identité n'existe plus. Hein.
On dit, vous pouvez non seulement prendre rendez-vous, mais savoir quelle est la meilleure période pour vous rendre en mairie et donc du coup avoir accès aux démarches administratives beaucoup plus facilement, répondre à des questions simples que se posent tous les jours, qu'on se pose tous les jours sur quand est-ce qu'on doit jeter nos déchets, nos encombrants, dans quel bac, comment recycler un sapin de Noël, enfin toutes ces choses-là qui sont aujourd'hui évidemment des jeux de données en open data, mais qu'on peut illustrer de cette manière plus pédagogique en tout cas. Et puis, essayer d'expliquer à la population aussi que tout ça, finalement, tous ces réseaux, toute cette technologie, elle nous permet d'être plus efficaces contre le changement climatique. Alors, efficace, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, d'essayer de nous adapter le plus possible sur ces questions-là. Et là-dessus, alors nous, on est une ville d'expérimentation, c'est-à-dire qu'on expérimente beaucoup, c'est-à-dire contrairement à ce que Angers vous a démontré, nous, on est dans une logique vraiment itérative, c'est-à-dire qu'on avance pas à pas, euh, secteur par secteur, mais pas. Enfin, on ne se reconnaît pas dans une démarche où il faudrait confier à un ou des acteurs privés l'intégralité des fonctions de la ville. Euh, donc, on préfère vraiment avancer là-dessus, expérimenter, parce que non seulement, évidemment, il est important de savoir si techniquement ça fonctionne, mais surtout, et j'en reviens, il est important de savoir s'il y a une acceptabilité sociale de la part de nos habitants. C'est-à-dire que est-ce que nos habitants comprennent ce que nous faisons? Est-ce qu'ils trouvent cela utile? Et est-ce qu'ils peuvent eux-mêmes s'impliquer et suivre cette démarche-là? Donc là, par exemple, ce que vous voyez, c'est l'expérimentation qu'on a menée à l'échelle d'un morceau de ville qui s'appelle IC Grid. Donc c'était Smart Grid. En fait, l'idée, c'était de se dire, est-ce que l'énergie qu'un bâtiment produit localement à travers des panneaux photovoltaïques, des micro-éoliennes ou je ne sais quoi, peut être partagée à un autre bâtiment en cas de pic, notamment de consommation, notamment pendant les grands froids ou les chaleurs intenses. Et on a voulu impliquer dans ce projet l'ensemble des fonctions de la ville. Donc les bureaux, évidemment, mais aussi les résidences d'habitation, mais aussi des équipements publics, des écoles, la gare de chemin de fer, euh, la gare de RER, ça me fait drôle de dire chemin de fer, c'est pas vraiment un mot français, mais aussi l'éclairage public, enfin bref, toutes les fonctions de la ville et voir comment on pouvait imaginer ou même rêver, parce que pour moi c'était un peu, il y avait une petite utopie, est-ce qu'on pouvait imaginer de créer une espèce de réseau local énergétique qui permettait de consommer finalement ce qui était produit localement par ces bâtiments, par ces appareils-là. Et donc on a mené ce projet pendant 8 ans. Et qui nous permettait à la fois, alors on a appris beaucoup de choses, hein, on a appris d'abord que c'était super compliqué, l'électricité, mais ça je ne vous l'apprends pas. On a appris à interconnecter des bâtiments, parce que mine de rien, l'informatique aussi était liée là-dessus, parce que pour savoir si un bâtiment consomme davantage qu'un autre à un moment donné, il faut pouvoir donner des instructions pour pouvoir les partager. On a appris en termes de protection des données personnelles. Par exemple, notre autorité de régulation qui s'appelle la CNIL a pour la première fois publié une recommandation sur ce que nous pouvions faire. Donc, pour faire simple, évidemment, on ne pouvait pas aller évaluer les consommations énergétiques à l'échelle d'un appartement, parce que, évidemment, ça donnait des informations du coup confidentielles sur les comportements des occupants. Donc, on pouvait le faire à l'échelle d'un immeuble, donc au pied des immeubles d'habitation. Et surtout, on a appris, je sais pas si, enfin, on est encore en train d'apprendre, je pense, mais comment stocker cette énergie qu'on produit localement, puisque, comme vous le savez, on a toujours appris que l'électricité ne se stockait pas. Et que là, donc, on doit au contraire essayer de la garder le plus possible pour pouvoir l'injecter, encore une fois, pour lisser les pics de consommation, ce que nous sommes parvenus à faire pendant cette expérimentation-là. Mais ce qui est le plus important là, dans ce projet, en fait, au-delà de la technique, c'est surtout que ça a fait évoluer les mentalités sur comment on imaginait les quartiers et l'énergie qu'on devait utiliser dans les quartiers. Et ça nous a permis, en fait, de construire des quartiers, des écoquartiers qui sont aujourd'hui énergétiquement, si ce n'est neutre, en tout cas durable, hein, puisque on a un quartier qui s'appelle le Fort d'Issy, qui est à 80% couvert par de l'énergie géothermique et puis qui utilise le smart grid pour gérer les consommations individuelles, appartement par appartement. On a un autre quartier qui est en cours de construction qui s'appelle le Cœur de Ville, où là, c'est
une boucle géothermique couplée au smart grid qui va permettre à la fois de réchauffer et de refroidir les appartements. Parce que là aussi, c'est pour nous un point clé, hein, on anticipe le fait qu'on aura des successions d'été avec d'étés caniculaires de plus en plus nombreux. Et pour éviter que les gens commencent à acheter des climatisations individuellement, on essaye de voir comment on pourrait dès maintenant leur permettre d'accéder au moins à une pièce rafraîchie dans un appartement ou dans les lieux publics de façon ou créer des réseaux de froid urbain pour éviter cette multiplication d'appareils de climatisation. Donc en matière d'énergie, c'est ce qu'on a fait. En matière de mobilité, qui est l'autre grand secteur émetteur de CO2, hein, pour faire simple, là aussi, on a beaucoup expérimenté. Et là, c'est là où vous pouvez voir la valeur ajoutée d'une organisation comme IC Media, c'est que quand on prend le paiement de stationnement par téléphone mobile, hein, Pay by Phone, on a été la première ville à la généraliser en France en 2009, après une phase d'expérimentation. Et ça, c'est le rôle d'IC Media. En fait, mon rôle, c'est de rencontrer les entreprises, qu'elles soient des startups ou des grandes entreprises, qui veulent expérimenter sur le terrain de nouveaux services ou de nouveaux usages, d'accompagner cette expérimentation et si elle est probante, de convaincre mes collègues de l'administration d'intégrer dans leurs appels d'offres les paragraphes des cahiers des charges qui vont permettre de demander au marché de répondre à ces nouveaux services. C'est exactement ce qu'on a fait dans différents domaines, hein. Le Pay by Phone, c'est un exemple. Zenbus, qui permet aussi de voir son smartphone où on est son bus sur une cartographie. La même chose, c'était une expérimentation qu'on avait menée avec la région Île-de-France. Et ensuite, on l'a généralisé à l'occasion d'un appel d'offres sur les bus urbains de l'ensemble de l'agglomération, d'ailleurs, du Grand Paris Seine-Ouest, hein, où nous sommes. Et on a testé, voilà, le parking partagé, le parking, l'identification de places de stationnement. Ça, c'est là pareil, on a fait de segmentation, on est en cours de consultation pour une délégation de service public sur le stationnement. Et donc, dans le cahier des charges, on a demandé aux candidats de venir nous faire des propositions pour nous permettre d'identifier les places de stationnement disponibles. Donc, c'est à partir de ces expérimentations qu'on peut avancer. Là, de même, on a testé dans le cadre d'un projet qui s'appelle So-Mobility, en fait, où là, on a mis autour de la table les grandes entreprises de la ville qui étaient intéressées par le sujet de la mobilité de leurs salariés et de voir comment on pouvait tester différents outils technologiques permettant de fluidifier ces déplacements. Donc, on a testé pas mal de choses, envoyé une navette autonome, des capteurs pour signaler la disponibilité de places de parking en extérieur et en intérieur, des places, enfin des applications multimodales pour permettre à la fois de dire vous allez vous garer là et vous prendrez le RER qui va arriver dans 15 minutes pour aller à votre destination, ou la réduction de l'autosolisme avec le covoiturage 2.0. Donc beaucoup d'expérimentations qui commencent à prendre corps sur le terrain et qui montrent en fait comment on fonctionne. Et puis, on a adopté cette année, là, en février, un budget climat. Alors, un budget climat, qu'est-ce que c'est? On ne parle pas en euros là-dedans, on parle en équivalent de tonnes de CO2. En fait, on l'appelait budget parce qu'on voulait lui donner une forte connotation politique, c'est-à-dire que, évidemment, le budget financier, c'est l'acte politique le plus important d'une assemblée délibérative. Et pour montrer l'engagement politique et sortir de la sphère un peu technique dans lequel nous sommes enfermés depuis de longues années autour de nos nombreux plans climat annuels qu'on adopte tous les ans, mais qui sont finalement qu'une succession d'intentions sans qu'on puisse rendre compte réellement à la population. Là, l'idée, c'est comme pour un budget financier, le conseil municipal se réunit, il fixe des objectifs annuels et en fin d'année, il rend compte à la population, alors au conseil municipal et donc à travers le conseil municipal à la population, des résultats de l'année. On essaie de le faire d'une manière très pragmatique, hein. En fait, on s'est inspiré de la ville d'Oslo, hein, qui a cette démarche-là depuis 5 ou 6 ans. Et en quoi c'est pragmatique? C'est que ce que disaient les Norvégiens, c'est que avoir des objectifs à horizon 2050, c'est bien, mais on connaît tous la nature humaine. On aura autant de raisons, on aura plein de raisons en fait pour reporter à demain ce qu'on n'est pas capable de faire aujourd'hui. Enfin, on le voit bien d'ailleurs, puisque depuis l'accord de Paris de 2015, il n'y a pas beaucoup d'efforts qui ont été accomplis par les différents pays qui ont signé pourtant ces accords. Alors plutôt que d'attendre 2050, eh ben, fixons-nous des petits objectifs tous les ans, mais au moins on avance. On va avancer pas à pas, mais au moins on avance. Et ça, c'est vraiment essentiel.
Alors c'est inédit en France parce que ça bouscule pas mal notre vision, notre manière de faire, hein, parce que d'abord, ça veut dire que on peut échouer, parce que clairement, se fixer des objectifs, dire par exemple, comme c'est le cas en 2021, on se fixe comme objectif de baisser de 3,5% nos émissions de CO2. Si on n'y parvient pas, bah, il faut pouvoir expliquer pourquoi on n'y parvient pas. Ça, c'est là que je rejoins le pragmatisme scandinave qui est de dire, bah oui, bah, on apprend en marchant, hein, donc c'est pas, on peut ne pas atteindre ce objectif, on va expliquer pourquoi. On peut changer peut-être les paramètres parce que les paramètres qu'on aura adoptés seront peut-être pas les mêmes, sont peut-être pas les bons d'ailleurs. Voilà, donc on va avancer comme ça. C'est une démarche qu'on veut évidemment exemplaire parce que cette volonté politique, elle doit vraiment être prégnante. Et puis elle doit être collective parce que bien évidemment, sur un territoire comme une ville, c'est pas que la mairie qui est responsable des émissions de CO2. Il y a aussi les entreprises, il y a aussi les habitants. Et donc il faut aller au-delà de ça. Pour nous, c'est vraiment une démarche qui est vraiment essentielle parce que rendre compte, ça veut dire qu'il va falloir qu'on utilise les données qu'on va collecter, qu'on va analyser, qu'on va rendre public pour expliquer à la population comment en fait on avance et comment on arrive à, à réduire ces émissions tous collectivement. Et pour partir de là, on a déjà, en fait, 2020, on a demandé à un cabinet spécialisé de dire bah, où en sommes-nous finalement, parce qu'il faut quand même qu'on ait une année zéro pour faire la différence, et où en sommes-nous. Et en fait, le cabinet a démontré que au cours déjà des 15 dernières années, on avait diminué nos émissions de gaz à effet de serre de 26%. Donc sans même que ce soit une volonté forte, ça s'est fait naturellement. Alors quand on lui a demandé évidemment, mais pourquoi, comment on a fait ça, il nous a expliqué, bah, d'abord qu'il y a l'évolution naturelle de la population, qui aujourd'hui est de moins en moins mobile, de moins en moins utilisatrice de véhicules pour aller travailler. Par exemple, à Issy-Moulineaux, seul un quart de la population prend sa voiture pour aller au travail tous les matins. On a un réseau de transport en commun extrêmement dense sur la ville, qui va encore être renforcé par l'arrivée du Grand Paris Express, hein, le métro automatique là, qui doit faire le tour de Paris d'ici 2030, 35. Enfin, en tout cas, nous, on aura déjà une liaison en 2025. Et parce que, en fait, on est une ville qui a beaucoup reconstruit son tissu urbain. Parce qu'en fait, l'histoire des Simoneaux, comme toutes les villes en fait autour de Paris, c'était des villes qui étaient très industrielles, qui ont donc beaucoup souffert de la désindustrialisation des années 70-80. Il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, là, je suis en train de vous parler d'une ville, vous avez compris, hein, d'une ville plutôt riche, plutôt aisée, plutôt dynamique, plutôt avec plein d'emplois. En 1980, c'était exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on avait énormément de chômage, des finances locales moribondes, une population qui partait, et on n'avait pas d'entreprise. Donc, il a fallu reconstruire, mais c'est souvent l'opportunité hein, de ces villes qui ont été frappées par la crise très durement en fait, hein, qui ont pu rebondir grâce à l'innovation, donc grâce au numérique qui est arrivé et maintenant à l'innovation en général. Et ça, du coup, on a été contraint de reconstruire beaucoup sur des friches industrielles. Et il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre qu'un immeuble neuf aujourd'hui, c'est plus vertueux sur le plan énergétique notamment que l'habitat ancien. Donc le simple fait d'avoir une grosse partie de notre territoire, et quand je dis une grosse partie, c'est au moins la moitié du territoire des Issy-les-Moulineaux qui a des immeubles qui sont postérieurs à 1990, on va dire, fait que on est déjà dans une phase de consommation énergétique plus faible que beaucoup d'autres collectivités. Donc ça, c'est ce point que je voulais souligner. Je vais vous prendre un exemple de ce qu'on voudra publier, hein, parce que là, ça va être la première année, hein, qu'on va faire le bilan là, au mois de décembre, le conseil municipal, et au mois de février pour adopter les objectifs de 2022. C'est le genre de tableau de bord qu'on peut partager avec la population. Alors évidemment, hein, ça reste technique quand on voit à quoi ça ressemble. Et surtout, et ça c'est le plus compliqué qu'on va avoir, c'est de leur expliquer comment on arrive à cela, comment on parvient en fait enfin, combien il est difficile surtout de collecter les données pertinentes, combien il est difficile de collecter des données à jour. J'ose pas dire en temps réel, mais ça serait enfin, demain, c'est ce qu'il faudra, hein. Il faudra vraiment avoir des données en temps réel si on veut être plus réactif et même plus proactif dans nos démarches en faveur du climat. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il est vraiment difficile d'avoir cela parce il y a des données, notamment celles liées à la mobilité, qui ont souvent 3 à 4 ans de retard par rapport à la réalité. Alors, quand vous êtes dans une ville
comme celle d'ici Mono, qui bouge beaucoup, qui construit beaucoup, qui a de nouvelles entreprises qui arrivent régulièrement, enfin, en tout cas tous les ans. Il faut qu'on puisse avoir des données le plus temps réel que possible, et puis les partager avec la population, parce que ce qu'on essaie de faire, évidemment, c'est de ne pas avoir une communication, comment dirais-je, culpabilisante. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de dire aux gens, si vous voulez qu'on s'en sorte, il va falloir faire des efforts surhumains pour y arriver. C'est de dire, on peut s'en sortir. On a fait la démonstration, justement, sans, sans tragédie, de pouvoir avancer concrètement dans cette direction-là. Nous, on est convaincus que la sensibilisation peut permettre d'aller là-dessus. On a lancé d'ailleurs une web série sur notre chaîne ICI TV qui s'appelle ce que vous voyez l'affiche derrière moi d'ailleurs, hein, Agir pour le climat, ça commence par ici. Alors au-delà du jeu de mots, ça veut dire surtout ça commence par chacun d'entre nous qui pourront agir concrètement, mesurer ce que nous faisons, parce que ça, c'est vraiment la clé, hein. Le drame pour moi de ce qui se passe autour du changement climatique, c'est surtout cette communication finalement assez unique, assez anxiogène, qui est de nous dire à tous qu'on va droit dans le mur, qu'on n'arrive pas à réduire la tendance, et que finalement, si on doit y parvenir, il va falloir qu'on arrête tous de voyager, de prendre l'avion, de manger de la viande, de prendre la voiture. Enfin, voilà, il y a un côté quand même très anxiogène autour de ce débat-là, alors que nous, on est convaincus qu'on peut avoir une communication plus positive, plus impliquante, plus participative même, je dirais. Voilà, donc on a lancé par exemple en ce moment, on est en plein dans un défi qu'on appelle le défi zéro carbone, où ce sont des familles d'ici Mono qu'on suit au quotidien. Et quand je dis qu'on les suit au quotidien, c'est-à-dire qu'on mesure, on évalue avec elles leurs efforts quotidiens en termes de mobilité, en termes de réduction de déchets, en termes de réduction énergétique, d'eau, enfin, etc., pour faire la démonstration qu'on peut y venir. Et tout ça, en fait, et c'est la conclusion à laquelle je voudrais arriver, c'est pour démontrer que, c'est le sens qu'on veut donner à la Smart City, la stratégie de Smart City, qui a trop longtemps été un sujet techniciste, trop longtemps porté par des industriels qui voulaient nous expliquer comment on devait s'occuper d'une ville. Moi, j'avoue que je déteste le nom de territoire intelligent, parce que ça supposait que depuis 4000 ans que les villes existent, on était complètement stupides. Bon, alors, il faut trouver un terme un peu plus grand public que smart, qui reste aussi lui assez marqué par la technique. Mais en tout cas, il faut démontrer, mais c'est là que je rejoins d'ailleurs ce que Angers disait, hein, c'est que c'est pas le nom qui compte, c'est qu'effectivement au final, les hommes et les femmes qui vivent dans des endroits qui s'appellent des communes aujourd'hui puissent accéder à des services, puissent vivre leur quotidien naturellement, sans se rendre compte, mais finalement avec une facilité telle qu'est celle qui est offerte par les réseaux numériques, et qui permettent d'aboutir à tout cela. Et ça, c'est vraiment la clé, hein. Ce discours, vous entendez aussi la petite musique pour dire que le numérique contribue aussi à la pollution et donc du coup au réchauffement climatique, ce qui est vrai évidemment. Mais si on prend le pour et le contre, en tout cas ma conviction, c'est que si on arrive à adapter nos villes au changement climatique, ça sera grâce à l'innovation, grâce au numérique, et qu'il faut absolument pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup, Monsieur Le Gall, pour ces échanges. Et donc, je tiens évidemment à souligner que l'objectif était vraiment de montrer des approches et des modèles et des manières d'aborder la transition durable et intelligente. En effet, le label, pour moi, n'a pas vraiment d'intérêt non plus. C'est ce qui se cache derrière ce qu'on essaie de mettre en place. Et donc, l'idée, c'était vraiment de montrer différentes approches, différents modèles de collaboration, justement, notamment entre le secteur public, le secteur privé, et de collaboration avec les citoyens. Et donc, l'idée était vraiment, ce matin, de montrer des visions et des approches qui peuvent parfois un peu être différentes, qui ont sûrement, et donc là, je donne leurs avantages et leurs inconvénients, mais de toute façon, je pense que ce que je retiendrai de cette diversité, c'est que ça dépend vraiment des spécificités de chaque territoire et aussi des acteurs qui y sont impliqués, et de leur sensibilité et de leur, de leur manière d'imaginer les choses. Et donc, je pense que là, on a une belle illustration de deux approches
qui sont relativement avancées en termes d'historique ici, et même en termes de réalisation. Là, on a vraiment des réalisations très concrètes. Donc ça, je voulais aussi vous remercier pour le côté très concret. Vous montrez vraiment les résultats et ce qui existe réellement aujourd'hui sur votre territoire. Et donc voilà, donc je pense que c'était vraiment, je voulais rebondir là-dessus et évidemment dire qu'il n'y a pas une approche, il me semble, là je prends ma casquette d'académique, mais il n'y a pas une approche à particulièrement pousser et c'est des réflexions qui doivent être vraiment spécifiques à chaque territoire. J'ai quelques questions que je vois dans le chat et j'en avais une aussi. Je vois une question concernant le rôle de l'administration municipale dans les innovations Smart City ou numériques d'ici les Moulineaux. Et donc, je vais poser une question plus générale, peut-être que vous repositionniez bien, même si vous l'avez évoqué, hein, mais pour être sûr que c'est bien clair pour tout le monde. Justement, comment se passent les interactions entre, d'une part, le politique, le maire, l'administration, et cette structure, cette SEM, comme vous l'appelez, donc c'est une structure d'économie mixte qui a été mise en place. C'est peut-être intéressant de vraiment focaliser quelques minutes là-dessus. Voilà, je pense que c'est ça là aussi l'originalité en termes de modèle qui a été mis en place chez vous. Donc, comment se passent les interactions? Et je reprends un peu vos mots. Ma question est double autour de ce modèle. Donc, si je comprends bien, un de vos rôles, c'est de permettre de faire des expérimentations innovantes avec des entreprises pour qu'après, on puisse intégrer dans les cahiers des charges des marchés publics des considérations qui soient adaptées aux réalités des besoins qui auraient été identifiés lors de l'expérimentation. Et je suppose aussi, et là je suis peut-être, vous n'allez pas pouvoir répondre à cette partie-là peut-être, mais donner un peu plus de chance aux entreprises qui se sont investies dans l'expérimentation d'obtenir aussi le marché par après, parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de discussions, même ici, avec les acteurs wallons et les acteurs que je connais, sur le fait qu'il y a des entreprises qui sont parfois un peu frileuses aujourd'hui de faire des projets pilotes, parce qu'elles se disent, voilà, moi je fais le projet pilote, mais après il y a un marché public classique qui est lancé, et il y a beaucoup de chances que je n'aille pas ce marché, donc pourquoi est-ce que je passerai des années à expérimenter quelque chose? Donc pourriez-vous, donc deux parties, comment s'articulent les choses entre ici les Moulineaux, partie politique et partie administrative, et la structure mixte, et exactement comment est-ce que vous fonctionnez et comment est-ce que vous essayez d'optimiser pour tout le monde cette complexité d'innovation sur un territoire dans un contexte où les marchés publics sont évidemment la règle. Oui, c'est une grande question. Alors, d'abord, peut-être pour faire simple, la SEM, c'est pour nous, c'est vraiment un outil de gestion, en fait. Moi, je participe au comité de direction de la ville, je participe au bureau municipal, enfin, je participe aux instances dirigeantes de la ville au même titre que si j'étais un cadre territorial, des directeurs généraux adjoints, par exemple, pour prendre ce niveau-là. Donc, c'est vraiment qu'une question de modalité. D'ailleurs, mes bureaux sont à l'hôtel de ville, hein, donc je suis vraiment intégré dans l'appareil mairie en tant que tel. Mais il se trouve que André Santini est un maire qui a depuis toujours en fait une vision assez anglo-saxonne finalement de la manière de diriger la mairie. Il dirige vraiment la mairie comme je sais bien que le terme parfois peut choquer, mais un peu comme une entreprise. En fait, dans son esprit, la mairie, c'est un outil qui doit être efficace au service de la population, mais la productivité et l'efficacité, ce ne sont pas des gros mots chez nous, et au contraire. Donc voilà, donc pour lui, la SEM, c'était un outil permettant d'être plus efficace pour avancer. Alors évidemment, comme vous l'avez compris, en fait, je suis un peu en amont des choses, hein, des phases d'expérimentation. C'est-à-dire que quand j'expérimente, et vous avez raison sur le fait que des entreprises peuvent s'inquiéter parfois de savoir s'ils seront pris dans le cadre des marchés publics ou pas. Enfin, ça, c'est la règle du jeu. Pour le coup, c'est la règle du jeu. Sauf
si elle vient de nous voir suffisamment en amont pour qu'elle soit seule sur le marché à proposer quelque chose de vraiment innovant. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, pour tout vous dire, l'histoire de Pay by Phone, par exemple, ça c'est un bel exemple parce que quand on a expérimenté le paiement de stationnement par téléphone mobile, c'était avec une start-up qui, au bout d'1 an, m'a dit bah, écoutez, le problème, c'est que j'ai pas d'autres clients en France, vous êtes la seule ville, je vais pas réussir à tenir comme ça. Est-ce que vous pourriez financer ma R&D? Donc je lui ai dit bah, ça marche pas comme ça, donc je suis désolé, mais évidemment que non. Euh, et il fallait qu'on attende le renouvellement du marché pour pouvoir demander aux acteurs privés de venir avec une solution. Et en fait, au moment où nous l'avons fait, en France en tout cas, le marché n'était pas prêt. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres expériences qui étaient menées par Orange, par différents autres acteurs, mais ils n'étaient pas prêts. Et en fait, en quelque sorte, on a forcé le marché à trouver une solution. Donc, en l'occurrence, on a le candidat qui a été choisi pour le stationnement, c'est un acteur du stationnement. En l'occurrence, c'était Indigo, donc acteur traditionnel du stationnement, qui lui-même est allé chercher une entreprise pour faire cette prestation de paiement par stationnement. Bon, en l'occurrence, ils ont cherché une entreprise anglaise, hein, ou canadienne, qui est PayPhone à l'époque. Aujourd'hui, ils ont été rachetés par Mercedes, je crois. Mais donc le marché, en fait, on a forcé le marché à nous trouver une solution parce que on tournait en rond. On voyait bien qu'il y avait des expérimentations qui étaient en train d'être menées ici ou là, mais ça n'avançait pas en termes de généralisation. PayByPhone, et là, l'intérêt quand même que c'était une entreprise étrangère et qui avait déjà d'autres clients ailleurs qu'en France, c'était bien pour elle parce il lui a fallu bien 3 ou 4 ans avant de trouver d'autres villes françaises qui ont suivi le jeu. Donc, il faut avoir quand même les reins assez solides. Mais ben, voilà, aujourd'hui, PayByPhone, il y a plus de 200 villes en France qui l'ont adopté et ça a parfaitement fonctionné. Exactement le même système avec Zenbus, hein, qui était tout seul sur le marché. Donc, quand je suis allé, vous savez, quand je suis voir mes collègues, là c'est aussi un autre exemple, quand je suis allé voir mes collègues, parce que je savais qu'il y avait donc un renouvellement de marché pour les lignes de bus, lignes urbaines. Et quand je lui ai dit, bah, il faudra demander combien, la première réaction de mes collègues, c'était de dire, bah, on peut pas faire ça parce que tu peux pas privilégier une entreprise. Ben, je dis, je privilégie pas une entreprise. Je dis, tu demandes dans le cahier des charges, on veut une solution permettant de connaître l'emplacement du bus en temps réel sur notre smartphone. Alors, point. Après, si Zenbus est la seule entreprise à savoir le faire, tant mieux pour eux, mais c'est pas nous qui le choisirons de toute façon, parce que c'est pas cette entreprise-là qu'on va choisir. Nous, on va choisir, en l'occurrence, c'est la RATP. Et donc, c'est la RATP qui, pareil, est allée chercher sur le marché ce qui existait pour pouvoir généraliser ce service-là. Donc, vous voyez, en fait, en quelque sorte, on force le marché à avancer plus vite qu'il ne l'aurait fait peut-être naturellement. Évidemment, comme on est très en avance de phase, bah, ceux qui testent avec nous, ils sont plutôt privilégiés parce qu'ils sont tout seuls sur le marché. Voilà, donc c'est plutôt que ce mode de fonctionnement-là. Après, donc les relations avec les services municipaux, pour faire ça, bon, on a une DSI, hein, comme tout le monde, sauf que là aussi, c'est une particularité ici Mono. Nous sommes depuis 20 ans entièrement outsourcés. Donc, on a une infogérance informatique. Donc, c'est un acteur privé hein, qui gère le quotidien de notre parc informatique et de nos réseaux, de façon, nous, à ce qu'on puisse se concentrer sur la stratégie, en fait, pour faire simple, hein, et sur ce décision. En fait, à l'époque où on était encore en interne, en fait, on passait plus de temps à dépanner les imprimantes des secrétaires qu'à réfléchir à la sécurité de réseau informatique, par exemple. Et donc, moi, j'ai des réunions régulières, évidemment, avec celui qui fait office de DSI. On a une personne qui est chargée de l'open data après avoir porté par ici Media pendant des années la stratégie d'open data. À un moment, j'ai dit à la ville, il faut que vous repreniez la main parce que moi, je veux nous concentrer sur l'éditorialisation. Et donc, il faut que vous, en interne, vous ayez quelqu'un qui serve de relais entre les différents services municipaux. Voilà, donc c'est ce fonctionnement. Enfin, là où il avait raison, c'est que chaque territoire, en fait, a sa particularité, a sa culture d'entreprise, en quelque sorte. On n'est pas identique. Moi, je ne juge pas du tout la démarche d'Angers. Hein. Je la critique pas. Je veux dire, ils ont cette démarche-là, c'est pas la nôtre. Mais je pars du principe qu'il faut qu'on s'adapte à nos propres cultures. Et d'ailleurs, les projets de Smart City qui ont été créés ex nihilo ont tous échoué, que ce soit en Corée du Sud, dans les Émirats, enfin partout, ça a échoué parce que vous ne pouvez pas faire dans une ville qui est un organisme vivant finalement. Vous ne pouvez pas faire, enfin c'est pas une plateforme informatique qu'on est en train de créer. Tout à fait. Mais donc, je pense aussi que ça dépend vraiment. Et le mot culture est bien aussi parce que c'est même pas que les spécificités territoriales ou c'est même une culture, une sorte de voilà
ça dépend vraiment de chaque territoire. Maintenant, ici, je trouve qu'Angers, c'est pas vraiment ex nihilo, hein, ce qu'ils vont faire ici. Donc, voilà, donc je pense Non, qu'en effet, absolument. Non, non, moi, voilà. j'avais en Mais tête je surtout. pense que voilà, c'est vraiment très intéressant. Moi, j'ai une question qui vient dans le chat et qui rejoint des choses que j'avais aussi. Donc, il y a pas mal aussi de remarques, hein, bravo pour l'aspect collaboratif avec la population, un langage positif adopté. Merci pour votre présentation, c'était précis, concret. Moi, j'ai quand même une question qui est revenue. Donc, justement, donc ça, en effet, on sent que le citoyen, c'est important qu'il accepte, qu'il soit impliqué, qu'il soit sensibilisé. Parce que comme vous dites, et ça je pense aussi, on voit qu'aujourd'hui, et surtout le numérique a des aspects un peu sensibles aussi, et donc et le citoyen prend de plus en plus aussi a de plus en plus d'informations et de pouvoir entre guillemets aussi. Donc je comprends l'idée voilà, de l'intégrer le plus tôt. Mais donc j'avais une question. Est-ce qu'il y a quand même une stratégie globale pour ces initiatives, je ne vais pas dire individuelles, mais il y a l'open data, il y a le budget climat, ou alors est-ce que justement, en raison, et donc je pense que c'est aussi un positionnement, est-ce qu'en raison du caractère plutôt itératif et expérimental que vous avez un peu souligné quelquefois, vous ne souhaitez pas en fait trop intégrer tout ça au niveau d'ici les Moulineaux? Alors, on souhaite pas centraliser, ça c'est clair. Je pense que vous avez compris depuis le début. Depuis le début de notre stratégie, en fait, hein, on n'a jamais voulu centraliser parce que pour une raison simple, hein, c'est que si vous voulez impliquer tout le monde, il faut que les uns et les autres s'impliquent eux-mêmes. Et si vous le centralisez, bah, voilà, c'est vous qui décidez, ça redescend et ça ne fonctionne pas comme ça. Donc on a vraiment cette logique collaborative. On est en mode projet, en fait, autant que possible en mairie. Alors, je dis pas que tout est parfait, hein, on a encore des silos, on a encore des difficultés avec certains services qui ont du mal à sortir de leurs habitudes, et cetera. Mais en tout cas, c'est effectivement quelque chose pour nous qui est essentiel. C'est en fait, et on n'a pas parlé d'entreprise, mais l'implication des entreprises pour nous est aussi importante. Donc pour nous, on a je sais pas comment dire ça, on a des cercles, on va dire, à chaque fois, qui demandent budget climat, là. On a un fonds de dotation aussi qu'on appelle Agir pour le climat, qu'on a lancé. Hem Et en fait, ils doivent se rejoindre parce que, un petit peu dans le schéma que Angers nous a montré, hein, il y a des intersections dans lesquelles, les uns et les autres sont concernés. Je sais que moi, par exemple, on travaille beaucoup avec, la ville durable, le service de la ville durable, et donc du coup, les relations entre, le service de la ville numérique et le service de la ville durable sont quasi quotidiennes, hein. On échange très régulièrement, sur ces questions-là. Voilà, moi, j'aurais presque milité, ça n'a pas été le cas pour ce mandat-là, par exemple, mais moi, je militais pour qu'il y ait même un maire adjoint chargé de la ville numérique et durable. Vous voyez? Parce que pour moi, ça avait beaucoup de sens. Bon, ça faisait un peu gros comme portefeuille, donc je pense qu'ils n'ont pas réussi, mais je suis sûr que ça viendra. Ok, merci. J'ai encore deux questions et puis je propose après de clôturer. Une question plus concrète concernant l'open data, la plateforme, etc. Enfin, des petites questions. Est-ce que vous avez une idée de la fréquentation et l'utilisation voilà, de cette plateforme? Enfin, je ne sais pas si le mot plateforme est approprié, mais en tout cas en termes d'open data. Donc ça, c'est une question qui serait rapide. Et quid de la prise en compte de la fracture numérique et de l'accès aux services pour ceux qui n'ont peut-être pas accès au numérique sur le territoire? C'est une Alors, question concernant plutôt, voilà, ouais, surtout. bon, alors, heureusement, enfin, ici, Mono, cette question est plus pertinente. La photo numérique existe quasiment plus. Enfin, aujourd'hui, elle est vraiment liée aux conditions sociales, pour faire simple. C'est même plus une question de génération, non, c'est vraiment une question de conditions sociales. Mais il n'y a pas de fracture numérique. Et quand bien même il y en aurait, on a des outils d'accompagnement, que ce soit pour les personnes très âgées, à notre espace senior, il y a des programmes d'accompagnement. Pareil pour les personnes immigrées, avec des associations avec lesquelles on travaille, etc. On a fait l'expérience pendant le confinement, lorsqu'il a fallu faire l'école à la maison. On a lancé un appel à l'éducation nationale pour demander d'identifier les familles qui auraient des problèmes d'accès simplement parce qu'ils n'étaient pas équipés, par exemple. Et et on a donc donné des ordinateurs aux familles qui n'étaient pas équipées, et c'était à peine une dizaine sur l'ensemble du territoire. Donc, vous voyez, c'est très très peu. Donc, ce sujet-là, pour moi, n'existe plus. Pour moi, c'est une fracture sociale qui reste évidemment parce que celle-ci, elle restera toujours, mais c'est plus vraiment une fracture numérique. La fréquentation ou Alors, la l'utilisation? fréquentation, alors, il y a deux choses. Bon, oui, on a accès à des statistiques. La frustration, en fait, sur l'open data, c'est qu'on ne sait pas qui utilise ces données pour la réutilisation. Par exemple, on voit très bien que les jeux de données les plus réutilisés sont liés à la mobilité.
et aux déplacements, ce qui peut paraître assez logique. Mais par exemple, il y a 6 mois, je sais pas pourquoi, dans notre top, notre podium, on avait les magasins de toilettage d'animaux qui étaient, qui étaient en tête. Bon, alors ça, c'est la frustration, c'est qu'on ne sait pas qui réutilise nos jeux de données. Mais oui, ils sont utilisés. Ok, merci. Et j'ai une dernière question qui est un peu plus, mais je pense que vous l'avez quand même abordée en disant, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais je la vois, donc je propose quand même de vous laisser revenir là-dessus. Le numérique veut faciliter les échanges, les services. Par contre, on sait que c'est très polluant, hein, au moins 4% des gaz à effet de serre dans le monde aujourd'hui. Je voudrais profiter de la position que vous occupez pour vous demander si, selon vous, il n'y a pas de contraste entre miser sur le numérique pour favoriser le bien-être et l'environnement. Voilà, quel est votre avis, votre stratégie par rapport à ça? Donc, j'ai l'impression que vous avez un tout petit peu évoqué ça en fin d'intervention, mais donc je vous laisserai juste peut-être clôturer là-dessus parce qu'évidemment, c'est un des grands débats d'aujourd'hui, Bien sûr. numérique et environnement, et donc je propose que vous clôturiez là-dessus la matinée. Oui, évidemment que c'est paradoxal et que ça peut paraître parfois antinomique. Et pourtant, alors moi, ma conviction, c'est que c'est évidemment l'innovation numérique qui nous permettra d'affronter cette crise le plus possible. C'est aussi le fait que on peut continuer à le dire, mais les gens vont continuer à utiliser du numérique, hein, ils vont continuer à regarder des vidéos en ligne, ils vont continuer à envoyer des emails, ils vont continuer à faire plein de choses. Ce qui a changé déjà chez nous, y compris chez nous au cours des 2 dernières années, donc plutôt récemment, c'est quand même dans notre discours. C'est-à-dire qu'on a des actions de sensibilisation auprès de la population peu plus poussées sur la sobriété numérique, pour expliquer effectivement que bon, bah, si on téléchargeait notre série de Netflix plutôt que de la regarder en streaming, ça serait toujours mieux, que faire attention évidemment aux emails, faire attention de ça. Bon, encore une fois, en essayant de pas trop les culpabiliser parce que c'est quand même pas, et on le sait bien d'ailleurs, les envois des emails qui sont les plus polluants dans cette histoire, c'est surtout l'appareil. Mais là, dire à la population ne changez pas vos téléphones mobiles tous les 2 ans, attendez 4 ans. Moi, je veux bien, hein, mais il faut, voilà, c'est un travail global et collectif qu'on doit avoir. En revanche, c'est vrai que, bon, par exemple, nous, on réfléchit évidemment maintenant à faire de l'éco-conception de nos sites internet, autant qu'on peut le faire, hein. Je me rappelle d'un débat que j'ai eu avec une agence de web en disant, mais je veux quand même pas que vous me fassiez un site web en noir et blanc parce que sinon, on va quand même perdre en efficacité. Mais c'est en train et actuellement d'ailleurs, en ce moment même, on est en train de faire un audit de notre infrastructure numérique pour voir l'impact carbone en fait de notre infra et voir comment on peut progresser là-dessus aussi, parce qu'effectivement, il faudra progresser aussi là-dessus. Mais moi, je préfère qu'on garde en tête que c'est le numérique qui nous sauvera plutôt que l'inverse. Merci beaucoup. Je rejoins cette pensée-là aussi, en ayant créé le Smart City Institute, qui a pour but de favoriser la transition durable. Mais moi, je pense aussi qu'il ne faut pas non plus un retour en arrière. Et je pense qu'il y a des avancées. Mais par contre, il y a peut-être comme vous le dites, il y a des sensibilisations à faire et des choses à apprendre à faire différemment avec les outils et l'utilisation du numérique pour être moins impactant, en effet, et au niveau individuel et puis au niveau plus macro et au niveau des entreprises, etc. Mais je pense aussi que voilà. Donc je vous remercie vraiment beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Le Gall. Je vois beaucoup de merci de la part des participants. Pour clôturer, bah donc je voudrais remercier peut-être Digital Wallonia, peut-être que je vais quand même le mentionner. Donc c'est évidemment le programme Wallon qui soutient notamment le Smart City Institute dans le cadre de l'axe Smart Région, qui nous soutient depuis de nombreuses années. Et puis nos deux orateurs qui étaient, je pense, tous les deux en étant différents, avec des approches très différentes, très inspirants et qui pourront, je l'espère, être utiles. Et j'espère qu'on aura l'occasion de rester en contact. Nous sommes pour la Wallonie le référent académique sur cette thématique-là. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser et peut-être un jour aussi de vous présenter ce qu'on fait nous pour essayer de favoriser la transition durable et intelligente des territoires et des communes wallonnes. Voilà. N'hésitez Merci. pas, pardon, je profite juste, n'hésitez pas. D'ailleurs, si à l'occasion vous passez par Paris et donc Paris-Célimoulineaux, nous on a mis en place un Smart Ici Tour qui permet justement de voir de visu sur le terrain dans nos équipements ce qu'on fait dans ce domaine-là. Donc, n'hésitez vraiment pas.
Bah, super, voilà, c'est noté. Je pense que comme ça, les participants peuvent aussi noter ça. Donc, merci beaucoup. On est pile dans les temps. Donc, au plaisir et en espérant que voilà, que la dynamique continuera au cours des prochaines années à bien se développer. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Le Gall. Merci, Constance Nebula, mais qui est partie depuis, je pense, depuis un petit temps. Et merci à tous les participants. Je vois beaucoup de merci, voilà, que de bonnes idées. Bravo. Je vois pas mal de commentaires positifs. Donc, merci à tous et bon appétit et à bientôt. Merci.